Méta de choc, méta de choc. Méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense? Shocking 9. Médium ou mentaliste? Nous voilà de retour avec Clément Fraise, un mentaliste droit dans ses bottes et qui prend la peine de partager ses secrets avec nous, pauvres airs manipulables. Si vous n'avez pas encore écouté le premier volet, je vous encourage à le faire dès maintenant. Vous ne profiterez que mieux de ce qui va suivre. Pourquoi les mentalistes jouent-ils si facilement et si élégamment de notre esprit? Que savent-ils de nous que nous ne sachions pas? C'est vrai qu'ils sont très forts, mais attention, ce métier n'est pas sans risque. Le mentalisme peut se retourner contre celui qui croit tout savoir de l'esprit humain. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est que le non-verbal, comment tu l'utilises en tant que mentaliste? Moins que ce que les gens croient déjà. C'est-à-dire que la fiction veut que la série Lie to Me, qui est une série qui a été très populaire en France, qui a un peu moins bien marché aux États-Unis, raison pour laquelle elle a été déprogrammée, ce qui est déjà assez révélateur de quelque chose. Ah, c'est étonnant. Ouais, tout à fait. Ben, en France, on a totalement ces croyances-là sur la psychologie. Hein. La France est le seul pays encore à mettre la psychanalyse très haut. Et ce qui est fort intéressant, c'est que le non-verbal pour les gens, c'est pour les mentalistes le couteau suisse. C'est très loin d'être vrai. Très très loin d'être vrai. Les gens pensent qu'on utilise 50% de non-verbal finalement. Moi, je veux dire la vérité, j'en utilise 12 à 13% dans la vie de tous les jours quand je fais une présentation. Et c'est pour des choses qui sont totalement, généralement indépendantes de l'expérience. C'est plutôt quelle expérience faire à quelle personnalité. Oui. Au bout de 3-4 tours, je sais ce qui a le plus impressionné cette personne. Donc je sais ce que je vais lui faire maintenant pour l'impressionner davantage. Si elle n'a pas aimé les tours de cartes, je ne vais pas lui faire 2 heures de cartes. Donc c'est plutôt dans ce sens-là qu'on prend les choses, pour savoir un peu qui on a en face, qui on fait monter sur scène, jusqu'où on peut aller avec la personne. Des fois ça peut être, alors là c'est pas du non-verbal, c'est plutôt du cold reading. J'analyse un t-shirt et si je vois que le t-shirt, tu sais, c'est des t-shirts comiques que tu achètes sur le marché, qui écrit je suis attachante, je sais très bien que la personne a du second degré et du recul. Donc je vais pouvoir aller plus loin que ce que j'aurais pu aller avec une personne qui va arriver, qui va être extrêmement stressée de monter sur scène. Tout ce genre de signaux s'analyse. Et un mentaliste va faire ça évidemment pour savoir qui il a en face. Et effectivement, dans certains tours, ça peut être très utile de savoir qui on a en face. Admettons qu'on ait 5 possibilités d'issue du tour différentes. Et bien on sait sur laquelle axer, selon la personne qu'on a en face. Non mais c'est ça qui est génial dans le mentalisme, c'est qu'il y a 5 issues possibles. C'est-à-dire, quelle que soit la réaction de la personne en face, de toute façon, vous allez nous avoir parce que si ça ne marche pas dans un sens, ça marchera dans un autre. Et si ça ne marche pas dans l'autre, ça marchera encore dans une autre situation. Exactement. Et c'est ça qui est affreusement frustrant et qui est très énervant. Bien sûr. Parce que moi, j'ai un peu regardé, justement, je me suis pas mal renseignée puisque c'est quelque chose qui m'intéresse. Tu m'étonnes. Et que de toute façon, on se fait avoir au bout du compte. C'est ça qui est hallucinant. Hier, en sortant du spectacle, il y a quelqu'un qui est venu me voir qui m'a dit « Mais la femme qui est montée sur scène, vous la connaissiez vraiment pas ?» Donc non, je la connaissais vraiment pas, l'avion en papier lui est tombé dessus. Et là, les gens, non, vous la connaissiez vraiment pas, non? Alors là, c'est prodigieux. Ah oui, donc si pour vous c'est impossible, c'est que j'ai bien fait mon métier. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant. C'est que dès qu'on arrive à l'axiome de l'impossible et qu'on dit ça reste rationnel, et qu'on évacue toute croyance, c'est là où finalement on a bien fait notre truc. Moi je pense notamment, je vis dans une ville qui s'appelle Marseille, où il y a une communauté musulmane qui est assez marquée, assez forte, et c'est vrai que quand j'ai des jeunes hommes ou des jeunes femmes musulmans et musulmanes qui viennent me voir, souvent ils sortent à la fin et avec leur système de croyance à eux, ils me parlent de djinn souvent. Ils me disent tu as des énergies, tu as un djinn en toi sans doute. Alors pour moi c'est très folklorique parce que c'est pas ma culture, mais pour avoir lu le Coran 2 fois, l'islam est une religion qui me fascine, et la personne en face peut être médecin, chirurgien, être très cartésien sur des tas de choses, ne pas croire aux mensonges politiques, ne pas croire en l'homéopathie, mais le djinn, tu vois. Donc c'est fascinant des fois de voir l'aspect religieux et culturel d'une personne comme ça. Et c'est aussi, je trouve, assez effrayant, enfin en tout cas pour moi, de me rendre compte que malgré le fait que toi, dans tes spectacles, tu poses les choses de manière très rationnelle et tu embarques les gens dans une histoire, bien entendu, donc il y a un côté fictionnel, mais tu recadres toujours avant la fin du spectacle en disant, voilà, tout ça est très rationnel, je n'ai pas de pouvoir. Malgré tout, les gens veulent y voir quelque chose, donc ils vont y voir un djinn, ils vont y voir le fait que, si, tu es un être exceptionnel qui a des pouvoirs particuliers. Après, il y a des choses qui sont dues au hasard et qui moi, me laissent des magnifiques souvenirs. C'est qu'à une époque, Rosalie était un nom très donné. Aujourd'hui, plus vraiment. Et dans la lettre à la fin, on ouvre une lettre qui est la lettre d'adieu d'une comtesse disparue en 1871. Donc dans ton spectacle? Dans mon spectacle, il faut préciser. Et 1871, tu as compris du coup que c'était une date référence, puisqu'il y a beaucoup d'événements qui sont déroulés cette année-là
en Europe, mais également en Amérique. Et il y a le fameux livre de Robert Houdin dont on a parlé tout à l'heure. Et donc, dans cette lettre, il y a écrit « Lors de ma dernière séance de spiritisme, l'esprit de ma grand-mère Rosalie m'a confié que... » La lettre change à chaque fois parce que ça dépend des gens, mais elle est toujours prévue à l'avance. C'est donc d'ailleurs pour les gens beaucoup plus bluffant parce que la lettre est contenue dans les mains d'une personne du public depuis le début. D'accord. Donc il garde un peu une enveloppe scellée depuis le début du spectacle. À la fin, quelqu'un monte sur scène et il y a le prénom de l'un, la vie de l'autre. D'accord. Donc c'est fascinant. La seule chose qui ne change pas, c'est que la grand-mère de la comtesse de la Tour s'appelle réellement Rosalie. Et plusieurs fois, j'ai une personne sur scène qui était bluffée parce que sa grand-mère s'appelait Rosalie et quand elle lisait la lettre, elle pensait que c'était pour lui. Tu vois, donc des fois, il y a des hasards qui sont surprenants et qui sont géniaux. Oui, parce que le mentalisme joue aussi sur le côté bluffant du hasard. Ouais. Je me souviens d'une histoire que raconte un mentaliste américain que je connais bien qui s'appelle Mark Edward. Et il disait qu'une fois, il avait dit voilà, je vois un clown dans un cimetière. Donc une image très improbable. Enfin, je veux dire, qui a déjà vu un clown dans un cimetière? Enfin, je veux dire, a priori, c'est pas quelque chose de commun. Et il se trouve que la personne avec laquelle il était en train d'échanger dans le public avait elle-même eu cette expérience-là. Incroyable. Donc tout à coup, un fait qui paraît complètement improbable s'avère être une vérité pour un des spectateurs. Et le spectateur, à l'arrivée, ne pouvait pas s'imaginer un instant que Mark Edward n'avait pas des pouvoirs particuliers de médiumnité, de vision, etc. Et il n'en démordait pas, c'est-à-dire qu'il a été le voir à la fin, il lui a dit « mais si, vous avez des pouvoirs particuliers ». Alors que Mark Edward, lui, avait cette histoire en tête parce qu'il aime bien fabriquer une fiction à l'avance et mettre ses spectateurs dans des conditions comme ça, de fiction un peu extraordinaire. Et par le plus pur des hasards, l'un des spectateurs était touché personnellement par ce type d'histoire. Et là, on attribue tout de suite, en tant que spectateur, on a envie d'attribuer à cette coïncidence, en fait, quelque chose de surnaturel. C'est ce qu'on appelle dans le métier les reputation makers. C'est-à-dire qu'en fait, quand le tour fonctionne très bien, et en plus que c'est un peu dû au hasard, et qu'on est vraiment sur quelque chose de dingue, eh bien on a finalement une réputation qui se tire de choses comme ça. Moi, j'ai des souvenirs comme ça qui sont étonnants. J'étais dans une soirée avec que des comédiens. Et il y avait une jeune femme qui me dit « Ah, moi, j'y crois pas à tout ça, je suis très cartésienne. » Et je lui dis « Bon, ben, on va tenter une expérience. Alors, ben, écoute, là, il y avait un exemplaire d'un magazine qui traînait. Je lui ai dit « Tu prends le magazine, tu l'ouvres où tu veux, et tu prends un mot, s'il te plaît, dans ce magazine, tu y penses simplement. » Et là, je lui dis « Ok, on est bon? Regarde-moi dans les yeux. » Et là, je devine « Carillon. » Et elle me dit « Ah non, c'est pas carillon. » Je lui dis « Ah bon, c'est quoi? En fait, peu importe le mot, j'avais déjà quelque chose en tête, mais là, j'ai eu de la chance, le mot se terminait pareil, c'était grillon. Voilà. Donc elle me dit « Ah, mais t'es pas loin, c'était grillon. » Voilà, c'était un coup de chance, tu vois, parce qu'elle aurait pu choisir bouteille, pour moi, ça n'avait aucune incidence. Je lui dis « Bon, c'est pas grave. Bon, tu penses à une carte, on va tenter autre chose. » Là, je lui dis « Reine de cœur, parce que tout le monde pense à la reine de cœur. » Elle me dit « Non, pas du tout, 7 de pique. » Donc le truc vraiment, bon, c'est pas grave, franchement, il n'y a aucun problème. Mais tu sais, le mentalisme, c'est plus large que ça, je lui dis. Je peux par exemple te forcer, dans une salle de théâtre, il y a 2000 sièges, je peux te forcer à t'asseoir là où je veux que tu t'assoies, et pas là où tu veux. Mais tu auras l'impression que c'est là où tu veux. Ah non, ça, j'y crois pas, etc. Bon, ben c'est pas grave. Et là, on sort avec la troupe de comédiens, et j'ai contacté un ami qui a un restaurant qui s'appelle le Carillon. On marche tout le long et je leur dis bon, on tourne à gauche ou on tourne à droite pour aller manger. Bon, gauche, droite, on fait ce que tu veux. Bon, on va tourner à droite. Et en fait, je leur ai fait croire que c'est eux qui avaient choisi ce restaurant parce qu'on est passé devant. Bon, venez, on s'arrête là. Et ça, plus le fait qu'il y ait des biais mnésiques et qu'ils sont à réorganiser les souvenirs, parce qu'un souvenir n'est jamais très précis, un souvenir n'est qu'une reconstitution de la pensée en permanence, d'où nos facilités à croire du coup, eh bien, ils ont reconstitué un souvenir selon lequel c'était eux qui avaient choisi le restaurant. Et de la même manière, elle s'est assise à la 3e place en partant de la gauche, moi j'étais en bout de table, et je lui ai dit bah tiens, regarde sur ton siège. Elle a retiré une enveloppe qui était scotchée sur son siège dans laquelle il y avait un set de pique, le mot grillon, il y avait écrit je te souhaite un bon appétit Émilie. Voilà, donc ça c'est quand même et ça c'est un reputation maker totalement improvisé. Et là pour le coup j'ai simplement demandé à un ami à moi de mettre une enveloppe sur une 3e place en partant de la gauche, comme quoi on peut faire des miracles avec 3 fois rien finalement dans ce métier. C'est ça. Voilà. Alors, le non-verbal, c'est une chose, mais alors il y a un côté encore plus affiné qui s'appelle les micro-expressions du visage. Ça, tu en parles un peu dans les vidéos que tu peux faire sur YouTube. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Parce que c'est effectivement quelque chose qui a des fondements scientifiques. On a étudié les micro-expressions faciales et on sait que certains muscles du visage s'animent en fonction de ce qu'on ressent, une émotion de colère, une émotion de joie, etc., etc. Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises? Est-ce que c'est quelque chose de fiable? Ce qui est certain, c'est que les micro-expressions sont aujourd'hui identifiables et peuvent être analysées avec des électrodes. Lorsque l'on place des électrodes sur un visage, les neuroscientifiques arrivent à détecter ces micro-expressions.
Peut-on les détecter à l'œil nu Voilà. avec le folklore populaire de la série, encore une fois, Lie to Me Mentalist? C'est compliqué. Moi, je ne parle pas de micro-expressions, parce que je pense pas qu'elles soient si micro que ça si elles sont visibles à l'œil nu. Je parle plutôt de fuite émotionnelle. Et oui, je pense qu'on peut, enfin en tout cas moi j'en vois, je pense qu'on peut détecter des fuites émotionnelles. Je pense qu'on peut détecter, par exemple, un regard méprisant, ou quelqu'un qui a un peu peur de ce qu'on est en train de lui dire, ou quelqu'un qui est en contradiction avec nous dans le débat. D'ailleurs, lorsqu'on regarde de la télé-réalité, lorsqu'on regarde un débat politique, leur non-verbal, ce n'est que ça. Oui, mais alors, c'est quand même une technique, c'est-à-dire que ça s'appuie a priori, les sûr. micro-expressions, sur certains muscles qui s'activent et pas d'autres. Parce qu'après, bien sûr, on peut tous avoir un préjugé sur, tiens, lui, il avait l'air arrogant, méprisant, Bien sûr, tout à fait. et une autre personne dira, bah non, je n'ai pas Non, du moi, tout j'ai- senti. ouais, Tu oui, vois, c'est-à-dire- donc, en quoi ça devient une technique qui, pour toi, est suffisamment intéressante pour que tu l'utilises dans le mentalisme? Alors, tu viens de tout dire, c'est-à-dire qu'en fait, les sciences sont basées sur des postulats objectifs, tandis que là, dans la mesure où nous analysons, ce sont basés sur des postulats subjectifs, par rapport à son vécu et ce qu'on prend comme étant un ressenti méprisant ou pas. Alors, je me méfie énormément de l'aspect catalogage, de la lecture des muscles et de la lecture du visage, parce que, c'est le terreau le plus fertile à la pseudoscience, c'est-à-dire le côté, là, vous venez de bouger un sourcil, vous avez perdu votre mère avant-hier. Non, ça ne marche pas comme ça, c'est pas aussi simple. Et quand on regarde de la fiction et les séries américaines, on peut vraiment penser que c'est ça. Non, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus vaste, et c'est beaucoup plus sujet à neuromythes et à pseudosciences, justement. On a identifié le mépris comme étant le muscle buccinateur qui fait un sourire unilatéral. Je prends celui-là parce que généralement, le mépris, c'est l'émotion qui est la plus facile à identifier quand on commence, et c'est également la plus identifiable parce qu'elle est justement dissymétrique et par conséquent facilement identifiable. Donc, un seul côté de la bouche qui va s'allonger. D'accord. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que lorsque quelqu'un force un demi-sourire, eh bien, c'est du mépris amical. C'est-à-dire qu'il est en train de dire, ouais, t'es en train de m'arracher, quoi. Mais là, il veut te montrer son mépris. Et peut-être que lorsqu'il te méprise réellement, sans vouloir te le montrer, le sourire est très 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 légèrement truc, et il est masqué. Et c'est vrai que moi j'ai déjà vu ce genre de Beaucoup réaction. plus subtil, quoi, beaucoup plus petit, beaucoup moins marqué. Là effectivement, ce genre de fuite émotionnelle, et encore une fois je préfère parler de fuite émotionnelle que de micro-expression, parce que micro-expression est un terme très spécifique aux expressions que là pour le coup on peut voir avec des électrodes. Ce genre de fuite émotionnelle est parfaitement récupérable. Admettons que j'ai appris une page de livre par cœur, que sur cette page de livre il y a 6 mots intéressants. Là je suis carrément en train de te dévoiler du gros secret. Allez. Voilà, j'apprends une page par cœur. Bon, moi j'ai appris une page par cœur du colonel Chabert de Honoré de Balzac. Là, comme ça, les gens sauront que quand je sors ce livre, il ne faut pas me faire confiance. Le visage pâle, livide, en lame de couteau. S'il est permis d'emprunter cette expression vulgaire, semblait mort. Je te demande de choisir un verbe un peu long. Il y a de fortes chances que tu choisisses emprunter. Mais il y en a 2-3 autres de verbes sur cette page un peu long. Donc si jamais je commence à dire il commence par un E, là si je vois que la personne, sans le vouloir, qu'elle vient de faire ce que tu viens de faire à l'instant, c'est-à-dire qu'elle vient d'exprimer un peu le doute, eh bien là effectivement je vais carrément changer mon fusil d'épaule et partir sur un autre verbe. Voilà. Et donc là effectivement on a l'impression d'avoir un mot qu'on a deviné en une fraction de seconde de pensée à pensée, alors qu'en fait là ça s'est lu sur le visage complètement. Et que tu connaissais bien entendu à l'avance la liste des mots qui potentiellement pouvaient être choisis. Absolument. Alors des fois je ne les connais pas, là c'est plus long, le protocole est beaucoup plus long. Ce qu'on voit en télévision souvent, ou ce qu'on voit dans les séries télé ou sur scène, c'est les tours de 15 secondes, on arrive à lire dans les micro-expressions en 15 secondes. Oui, je peux deviner un mot entièrement en me fiant à ton regard. Oui, c'est possible. Il y a beaucoup de mentalistes qui disent que ça ne l'est pas, tu vois, donc t'entendras Vincent de cloche. Mais toi, tu l'utilises. Peut-être parce qu'il n'arrive pas à le faire. Moi, j'arrive à le faire, avec un protocole rigoureux. Cependant, ce qui est clair et net, c'est que c'est un protocole qui peut prendre des fois 20 minutes. Donc, j'ai pas 20 minutes sur scène à consacrer à une divination de mots, si tu veux. Et je peux pas le faire avec tout le monde, ça c'est clair. Il y a des gens très expressifs, des gens très peu expressifs. J'arrive à le faire avec les yeux bleus, par exemple, parce que la pupille se voit beaucoup plus facilement. Donc, c'est déjà les yeux clairs, c'est plus facile qu'avec les yeux marrons. Mais voilà. Oui, donc après, c'est aussi une question de talent, finalement, quand on t'écoute, ou de capacité. C'est-à-dire qu'il y a des mentalistes qui vont avoir certaines capacités qu'ils vont développer, d'autres choses. Et toi, le non-verbal, c'est quelque chose que tu explores pas mal, finalement, si j'ai bien compris. Mais moi, c'est parce que c'est par là où je suis rentré dedans. Ça m'a vraiment fasciné. Moi, j'ai cru au Père Noël. J'ai cru que quand un mentaliste regardait quelqu'un dans les yeux, fait vous pensez à votre grand-mère. Je pensais qu'il n'y avait pas vraiment d'autres choses. Je pensais vraiment qu'il regardait dans les yeux et que les yeux étaient vraiment le miroir d'âme. Donc, j'ai vraiment cru. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Et j'ai jamais cru vraiment à la divination par la pensée, mais quand tu es surpris par des expériences télépathiques, tu as envie de vraiment être au plus pur. Donc, mon ambition, elle est de plus en plus de me débarrasser du filet
et de faire des choses sans filet. Mhm. D'ailleurs, sur scène, je fais en moyenne 1 erreur par spectacle, en moyenne. Mais c'est plus jubilatoire, j'imagine. Oui, parce que Pour les toi. gens, en plus, ça crédibilise le fait que du coup, c'est impressionnant et que ça ne peut pas marcher à tous les coups. Pour les gens, c'est encore plus... Oui, ça c'est une chose aussi. L'erreur fait partie de ce Du qui va protocole. nous impressionner par Bien la suite sûr. lorsque ça marche vraiment en fait. Bien sûr, puisque du coup, on a aussi le côté où on n'est pas sur un piédestal, encore une fois. Et c'est aussi c'est très ce important qu'utilisent pour moi. les médiums d'ailleurs. Les médiums utilisent cette technique-là. C'est-à-dire qu'ils Ouais. ne vont pas avoir peur de se tromper parce que ça fait partie du truc. C'est-à-dire que quelqu'un d'infaillible, on se dit, bah non, il a un truc. Il y a un truc, c'est-à-dire il y a anguille sous roche. Et- S'il s'est trompé, mais que maintenant il a raison, c'est qu'en fait il est sincère. Et lorsqu'ils font trop d'erreurs, ils font des demi-questions. Ou alors des prédictions. Et ça, c'est quand c'est des voyants, c'est des prédictions, et ça, c'est fascinant. Le nom de... Attendez. Oui, et peut-être... Non, pas Isabelle. Oui, peut-être Elisabeth, ça vous parle? Non? Retenez-le, vous serez amené à rencontrer une Elisabeth. Donc, Oui, tu c'est peux ça, retomber voilà. sur tes pattes Oui, oui. sans aucun problème. Ou alors par la négative, vous n'êtes pas en train de penser à Elisabeth. Non, d'accord. Donc, Si bah c'est non, oui, non, bah d'accord. non, Oui, non, c'est d'accord. ce qui me Et si semblait. c'est oui, ah oui, Ouais. bah oui. Tout à fait. Ouais. Donc, Ou oui, tout est... Et alors, justement, alors, si on part là-dessus, c'est quoi les biais cognitifs sur lesquels on va jouer quand on est mentaliste pour manipuler la personne en face? Par exemple, cette histoire d'utiliser des phrases négatives, ça veut tout et rien dire. Ça veut dire oui ou ça veut dire non. Dans les deux cas, on s'en sort bien. Quels sont les biais sur lesquels on joue? On a des biais mnésiques qui sont fascinants. Par exemple, si je dis poire, jus, fruits, pépins, trognon, machin, truc et tout, à la fin, si je dis est-ce que je vous ai dit pomme à l'intérieur, les gens vont dire oui. Ça, c'est incroyable. En fait, non. Je n'ai jamais dit pomme. Et d'autant plus, ça correspond à un autre biais cognitif qui est l'effet de primauté. Et quand on donne une liste de mots, les gens sont plus à même de retenir les premiers mots avant l'accumulation, et les derniers d'ailleurs, hein, mais c'est encore autre chose, mais vraiment les premiers. Donc, ce qui est fascinant, c'est que si je commence en disant trognon, pépin, jus, pulpe, etc., et qu'après je vais sur plutôt du vocabulaire d'agrumes, tu vois, pulpe, hein. Si je dis est-ce que je vous ai dit pomme? Oui, au début tu as dit pomme. Et plus la liste est longue, plus ils vont penser que pomme est passé, donc voilà. Ça, c'est fascinant. Il y a ça, il y a l'effet râteau, qui est qu'on a tendance à exagérer la régularité du hasard. Ça, c'est extrêmement courant. C'est extrêmement courant, c'est-à-dire que si jamais tu me parlais de la page du livre, allez, admettons que j'ai envie de faire un tour vraiment très complexe sur lequel j'apprendrai carrément un tiers du milieu d'un bouquin. J'ai jamais fait ça de ma vie et je pense pas qu'un mentaliste l'ait déjà fait, mais quand même. Il y a des fous. Il y a des fous, pourquoi pas le faire un jour? Bon, bah si je te demande de choisir une page, il est fort à parier que tu vas choisir entre le début du deuxième tiers et la fin du deuxième tiers. Personne ne choisit la première ou la dernière page. D'ailleurs, si je demande à quelqu'un de penser à un nombre entre 1 et 9, je peux dire, tu vois, j'ai une chance sur 9 de me tromper, donc 10% de chance. Mais non, tu as pensé au 7. Pourquoi? Bah, tu pensais au 7 là à l'instant ou pas? Non, je le connais celui-là. Tu le connais, donc t'as pas pensé, d'accord. Et c'est tout simple, c'est que les 7 mercenaires, les 7 merveilles du monde, le 777 à Las Vegas sur les casinos, les 7 péchés capitaux, c'est un chiffre sens pour beaucoup de gens, et puis c'est un chiffre qui est placé à mi-chemin entre le 9 et le 5. Le cerveau ne va pas chercher au centre de la ligne, ne va pas chercher aux extrémités, et le 3 qui est également placé entre le 1 et le 5, non, parce que le 7 c'est plus fort que le 3, et puis le 7 est tellement marqué. Et on va pas prendre le 1 et on va pas prendre le 9. Et on va pas, voilà. Mm. Du coup, parce que c'est entre 1 et 9, tout à fait. Et oui. Et en plus, des fois, moi je dis entre 0 et 9. Donc du coup, j'ai une chance sur 10, il peut prendre le 0 souvent. Et alors, c'est marrant d'ailleurs, parce que quand je dis entre 1 et 9, les gens ont plus tendance à penser au 7. Quand je dis entre 0 et 9, ils ont plus tendance à penser au 6 ou au 8. Et les gens qui veulent me bluffer disent 0, tu vois. Donc ça, c'est encore autre chose. Alors, totalement empirique, hein. Encore une fois, il n'y a aucune étude là-dessus, mais c'est intéressant de pouvoir cataloguer un peu statistiquement des choses pour préparer des tours. Et là, en l'occurrence, le chiffre 7, c'est un truc qui est très facile, parce que du coup, si jamais j'ai envie de te forcer la page numéro 7 de mon bouquin que j'aurais appris par cœur, ou la page 77, tu vois. Donc cet effet râteau, il est très utile. Voilà. Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression que si tu devines quelque chose, il y avait très peu de probabilité que ce soit le cas, donc il y a un truc, alors qu'en réalité, la probabilité était élevée, mais on ne le savait pas. Et donc, on y attribue quelque chose qui en fait n'est pas là. Absolument. Il y a un effet qui me fait beaucoup rire aussi, c'est l'effet Ikea. Parce que le nom me fait marrer, tout simplement. Et en fait, parce que je suis en plein déménagement en ce moment et je suis en train de construire des meubles de la marque suédoise, et pour le coup, je suis victime de ce biais cognitif-là, totalement. Qu'est-ce que c'est l'effet Ikea? L'effet Ikea, c'est que quand tu construis toi-même quelque chose, tu en es un peu fier. C'est-à-dire que je suis très content de ma commode parce que je suis fier du travail accompli et j'y accorde plus de valeur. C'est moi qui ai construit ma commode. Et tu en parleras à tes amis? J'en parlerai à mes amis. Et en plus, je suis totalement fier parce que je l'ai même arrangé. Enfin, j'ai enlevé une étagère. C'est vrai? Ah ouais, oui, t'as fait ta petite version perso. Oui, j'ai rebouché avec de la pâte à bois. Je suis un Bob le bricoleur. Mais c'est vrai que pour le coup, l'effet Ikea en mentalisme, ça se traduit par... Si je devais, admettons, montrer bien ma main vide et
envoyer ma main dans une bassine à jetons et en sortir un jeton au hasard, c'est exactement la même chose si c'est le spectateur qui le fait. Mais si le spectateur le fait, ce sera plus impressionnant parce que ce sera une main innocente. C'est crétin. Le hasard, il est le même. Il y a 90 jetons, j'en sors un au hasard. Oui, et pour le spectateur, il n'y a pas de gruge. Oui, et le spectateur, il croit que il a la maîtrise des choses. Et que c'est lui qui a réalisé. Absolument. Donc on ne sait pas que vraiment. Tu peux pas l'embobiner puisque c'est lui qui l'a fait. En tout cas, ça lui laisse un souvenir qui est plus impérissable. Et ça, c'est assez fascinant. Parce que du coup, moi, ce que je donne à faire aux gens, c'est à eux de faire le maximum. Le spectacle que tu es venu voir hier, c'est une succession d'effets et c'est la spectatrice qui a tout fait, puisque c'est elle qui a choisi le mot, c'est elle qui a choisi c'est ça qui est incroyable. Et donc pour les gens, le tour est encore plus impressionnant si c'est elle qui fait. Oui, parce qu'on a l'impression que tout était écrit en fait dans cette histoire et que c'est le destin qui l'a poussé à choisir ce mot quelque part. Tout était déjà là, tu avais déjà tout prévu. La destinée, c'est quelque chose qui est du vocable de la croyance, mais qui est rattaché au mentalisme, peut donner des choses, selon moi, exceptionnel. Enfin, en termes de mise en scène, c'est vraiment une des thématiques que j'aborderai très prochainement, soit dans un spectacle, soit dans une vidéo, je sais pas sous quelle forme se prend la chose, mais j'ai vraiment envie de faire quelque chose où tout est écrit, que chacun a sa destinée, et que sa destinée c'était de venir me voir ce soir et que je vais changer leur vie, quoi. Enfin, j'ai vraiment envie de faire quelque chose simplicité. En toute simplicité, en toute modestie. La destinée, c'est quelque chose de fascinant, et là encore une fois, c'est rattaché à la croyance. Alors là, pour le coup, tout horizon, hein, chrétiens, juifs, musulmans, bouddhistes, viennent me voir, c'est dingue, alors tout est écrit, et vous avez les capacités de voir ça. Ah ouais, non. Non, je suis navré, non. Absolument pas. Bim. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme effet ? Alors, un que de j'aime... nos faiblesses cognitives. Oui. Un que j'aime beaucoup et que j'utilise honteusement très souvent, c'est l'effet Barnum. C'est-à-dire que lorsque je suis avec une personne qui est difficilement cernable ou qui a envie d'en savoir toujours plus sur elle, à un moment donné, c'est compliqué, on se heurte à un mur. Donc j'enchaîne, et les médiums font ça en permanence, avec des phrases totalement vides de sens, mais qui font sens. C'est l'effet pluie. C'est-à-dire que tout le monde tombe dedans. Je vois une blessure dans votre enfance, vous avez tendance parfois à être soucieux de vous-même et aux décisions que vous prenez, vous avez parfois l'impression d'être enfermé dans une bulle où personne ne vous comprend autour, ça parle à tout le monde. Moi ça me parle, toi ça te parle, ça parle à tout le monde. Spécifiquement lorsque la personne en face c'est une nature un peu créative, parce qu'on a envie de se dire qu'on n'est pas comme tout le monde. Et d'ailleurs généralement, il y a des gens qui peuvent me dire non mais là, ça correspond à tout le monde. Donc quand ils me disent ça, quand ils démasquent l'effet Barnum en live, ça me donne un champ des possibles bien particulier avec eux, parce que je me dis, ah ouais, eux ils sont pas sujets à ce biais cognitif là, donc ils ont une nature intellectuelle où il va pas falloir que je les bluffe sur les mêmes sujets, tu vois. Donc par exemple, si je devais leur faire choisir un nombre entre 0 et 9, ils choisiront pas 7. Voilà, parce qu'ils sont dans une logique un petit peu de la contradiction. Et ça c'est déjà en soi, même par l'échec finalement, c'est déjà en soi un peu d'analyse. Et voilà, quand ils pensent au contraire que ça faillit, ça me donne de l'info supplémentaire. Oui, ce qui est intéressant, c'est que l'effet Barnum, on a l'impression que non, on va jamais se faire avoir, quoi. Si on nous dit des généralités, on va tout de suite le voir. Mais en fait, pas du tout. Parce que on a envie de croire aussi. On a envie de croire au fait que le mentaliste, oui, il sait lire notre pensée, ou que le médium, oui, il a une info à nous transmettre. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que quand on en parle là, tout de suite, là, dans cette émission, la plupart des gens vont dire, non, je me laisserai jamais embobiner par ce genre de propos généralistes. Oui, bon, ça sent l'intox, quoi. Et en fait, c'est quelque chose auquel on est extrêmement vulnérable. Tout à fait. C'est un biais cognitif très, très répandu. Les gens qui ont un esprit suffisamment critique, avec suffisamment de recul pour dire « Attends, non, là, c'est une généralisation », il y en a en fait très peu. Tu le confirmes ? Je confirme, il y a peu de gens finalement qui arrivent à l'identifier, et de la même manière d'ailleurs, si je dis par exemple, là, attendez, je suis en connexion à travers le podcast avec la personne qui écoute, et je vois un proche à elle, peut-être dans ses aïeux, enfin parents, grands-parents, je vois une tache sur la poitrine, et quelqu'un, je sais pas, peut-être le poumon, voilà. Là, normalement, ça correspond à une grande majorité de personnes. Parce que la tache sur la poitrine, ça peut être un tatouage, ça peut être cardiaque, ça peut être... Donc je peux faire croire que je suis en communication avec un ancêtre et que je peux donner une cause de la mort, alors que pas du tout. Moi, j'ai écrit un petit fascicule à l'usage des mentalistes sur l'effet Barnum. Ah oui ? Du coup, c'est très très privé, très peu d'exemplaires, et les copains mentalistes, sur comment bien écrire un effet Barnum et comment le véhiculer dans un tour pour que ce soit parfait. Parce que c'est vrai que la plupart des gens, quand ils viennent nous voir sur scène, ils veulent du Patrick Jane finalement, puisqu'ils connaissent ça grâce à la série. Donc ils veulent se lever et qu'on leur dise tout de leur vie. Du moins, c'est l'attente qu'ils ont, c'est l'appréhension qu'ils ont d'un spectacle de mentalisme. Donc c'était toujours très complexe d'apporter d'abord notre art en disant non, en fait, ça va pas se passer comme ça, vous avez pensé à un mot, c'est dans l'enveloppe. C'est un peu sommaire, alors qu'en fait, on a une discipline qui a un champ, on va dire, beaucoup plus impressionnant. Donc moi, ce que je fais, c'est que généralement, tous les gens qui montent sur scène, je leur fais un peu de call reading. Qui vous êtes, pourquoi alors, des fois, forcément, je vois pas grand-chose, et là, ça tombe dans du Barnum. Et c'est dans ces moments-là où il faut savoir bien maîtriser cet effet-là. Ouais.
Et alors, en plus du cold reading qui consiste à justement lire la personne dans ses attitudes, dans son apparence, il y a aussi le hot reading qui est apparu beaucoup plus récemment et qui est justement le fait que certaines personnes vont utiliser des données qu'ils récupèrent sur Internet. Donc, il y a des médiums extrêmement connus, notamment aux États-Unis, qui font ça le comble et qui aussi sont dans des shows télévisés, Et etc. qui ont une oreillette. Et qui ont une oreillette, mais même sans oreillette, en fait, ils vont avoir repéré à l'avance les personnes qui se sont inscrites. Ils vont sur leur page Facebook, ils décortiquent leur vie privée, en fait, tout simplement, ce qui est visible. Et puis, ensuite, sur le coup, ils vont choisir la personne dans l'assistance et ils vont lui sortir des vérités. La personne se dira, mais c'est impossible qu'il connaisse le nom de mon chien. C'est impossible qu'il sache que mon frère est venu me voir dimanche dernier, qu'on a fait un barbecue. Eh bien si, ça s'appelle le hot reading et c'est de plus en plus courant parce qu'évidemment aujourd'hui on a accès aux informations privées des gens de manière extrêmement simple. Je pense notamment à James Randi qui avait débunké un faith healer en piratant le canal de diffusion de son oreillette, et donc tu voyais, donc il a synchronisé ça avec la vidéo, et tu voyais en fait la personne se lève et t'entends dans l'oreillette quelqu'un qui dit alors elle s'appelle Isabelle et elle souffre de l'estomac par exemple, et il lui fait vous êtes Isabelle et là le Seigneur me dit qu'il lève la main en l'air et il lui montre son ventre, c'est ici que ça se situe, voilà, donc c'est super marrant. Mais c'est ce qui est incroyable avec cette espèce de prêtre-prêcheur américain que James Randi a débunké. Le faith healer. Justement en diffusant les émissions radio de ce qu'il recevait dans son oreillette, en les synchronisant avec ce qui s'était passé dans la salle, c'est que cette personne a donc totalement officiellement été débunkée, dévoilée. Tout le monde a su parce que ça a été extrêmement médiatisé à l'époque, c'était dans les années 80 je pense. Et malgré tout, cette personne donc, a disparu un peu des radars pendant quelques années parce que évidemment c'était quelqu'un d'extrêmement connu, qui avait une aura énorme et les gens pensaient qu'il avait des vrais pouvoirs divins en fait, qu'il avait des messages divins. Mais il est revenu et maintenant il a à nouveau son église, il a à nouveau ses adeptes et les gens continuent à aller le voir. C'est incroyable, c'est toujours la même chose, les gens veulent croire, les gens se disent non, il y a des détracteurs mais en fait lui c'est un vrai. En France aussi, on peut parler de Jean-Pierre Girard, qui est parapsychologue, qui est le Uri Geller français finalement, qui est apparu dans les années 80 et qui a dit aux gens je peux tordre le métal par la pensée, etc. Je peux faire de la psychokinèse, je peux faire bouger des objets à distance. Il a fait une émission en 1987, il me semble, de droit de réponse, donc avec Michel Pollack. Et il utilise un système qui fait bouger un objet en bois tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, par contrepoids, sur une surface un peu glissante, l'objet en bois va bouger tout seul parce que le centre de gravité de l'objet va changer. Henri Brock a expliqué ça. Dans une vidéo que je vais mettre en lien d'ailleurs. Voilà. Et donc cette brique rouge bouge sous les yeux, éberluée de tout le monde. Et le truc, c'est que Michel Pollack dit oui, mais il est venu avec ses objets, il n'est pas venu avec... nos objets à nous, il n'a pas fait ça avec nos objets à nous, il a fait ça avec ses propres objets. Très bonne remarque de Michel Pollack, qui avait plus d'intérêt pour le côté choc de l'actualité que pour la décence scientifique. C'était le début de la télévision privée, c'était particulier. Et donc il est arrivé derrière le pupitre, il a récupéré la brique rouge et il s'est aperçu qu'elle était beaucoup plus lourde que les briques qu'il avait eu en main auparavant. Et il a dit Girard, est-ce qu'on peut la scier? Et Girard a dit non, il a vite récupéré la main, il est parti en catimini. Et il avait apporté un illusionniste qui était venu avec un aimant pour prouver que c'était pas truqué en plus de ça. Et Girard a lui-même dit derrière oui, j'ai triché, mais parce qu'en fait en télévision ça marche rarement, donc voilà. Donc là, c'est totalement... Enfin, on le voit que c'est crétin et que c'est débile. Et ben Jean-Pierre Girard, aujourd'hui, il a 77 ans. Je l'ai au téléphone il n'y a pas très longtemps pour l'interviewer un petit peu parce que je voulais tester la température. Là, on a quand même affaire à un vieil homme français et on sait à quel point Internet est excité aujourd'hui et peut lancer ce qu'on appelle des shitstorms pour pas grand-chose. Et j'aime pas trop faire des attaques ad hominem. Et du coup, c'est vrai que... voilà, je l'ai au téléphone récemment et en gros, il en démord pas. Il me disait oui, des stages de parapsychologie à 180 € le week-end. Ah, il continue. Il continue. Alors non seulement il continue, mais les gens continuent à venir surtout. En plus de ça, ce qui me dérange énormément, avec de la prétention thérapeutique. C'est-à-dire qu'au téléphone, quand il m'a vendu son stage, il m'a clairement dit oui, je vais vous apprendre à soigner votre grand-mère. Donc ce sont ces mots. Oui, je peux vous apprendre à soigner votre grand-mère par la force psychique à 2000 km. Voilà. Oui, donc il n'en démord pas et il fait son business, voire même il y croit lui-même. Je pense qu'il y croit lui-même parce qu'il est clairement capable de me dire moi aujourd'hui je ne tords plus de cuillère parce que les magiciens font ça mieux que nous. Et donc je suis amené à lui parler un peu du Uri Geller. Il a commencé dessus à me dire vous ne connaissez pas le cas Geller, je le connais grâce aux expériences de la CIA. C'est quelqu'un de... voilà, évidemment.
tout à fait. Voilà. Donc, sacré bonhomme aussi, avec moins de charisme et moins de succès que Uri Geller forcément, mais du coup c'est vrai que c'est très intéressant de voir qu'effectivement quand il y a des bonnes cages, ça n'empêche pas aux gens de disparaître. Et Uri Geller a cette phrase qui était fantastique, parce qu'il a conclu l'émission de Michel Pollack comme ça. Oui, vous savez, il y a les vrais Picasso, il y a les faux Picasso. Moi je suis un vrai Picasso, les magiciens qui tordent des cuillères, c'est des faux Picasso. Eh ben c'est parfait ça, qu'est-ce que tu veux dire à ça? Voilà. Tu veux pas remonter ça. Donc c'est comme on peut jamais prouver l'inexistence de quelque chose, c'est le principe même de l'esprit critique, on peut grandement supposer l'inexistence de quelque chose et prouver le contraire de quelque chose, mais jamais prouver l'inexistence. Donc là c'est fascinant de voir à quel point il se dédouane de toute velléité de magie en public, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme effet cognitif? Dans lequel je suis tombé, c'est l'effet Dunning-Kruger. Quand j'ai commencé à faire du spectacle, quand j'eus 15-16 ans, il y a le côté je comprends tout de suite. L'effet Dunning-Kruger, en fait, c'est le biais qui permet à un débutant dans une discipline quelle qu'elle soit de se penser très compétent très rapidement, alors qu'il y a un degré d'ignorance, tout simplement parce qu'il n'a pas eu d'expérience, par exemple. Et d'ailleurs, l'effet Dunning-Kruger est empiriquement vérifiable dans n'importe quel comptoir de France, parce qu'on a tous des gens sortis de l'ENA, au bout d'un certain degré de Cronenbourg et d'alcoolémie, on n'a que des gens sortis de l'ENA qui pourraient, s'ils étaient au pouvoir, changer la France. Donc c'est ça qui est formidable, c'est que les gens ont des connaissances sur tous les domaines, ou alors quand on parle de glyphosate, tout le monde est devenu agronome autour de la table, tout le monde sait que Monsanto nous empoisonne, sont des méchants monsieur en costume cravate avec des valises de billets, et donc on est dans le fantasme absolu, et parce qu'ils ont lu ci ou là, plus la personne est incompétente dans son domaine, plus elle est balbutiante en termes de connaissances, en découvrant 2-3 petites choses sur 2-3 petits sujets, qu'elle va surestimer ses compétences. Mais moi j'ai lu quelque chose là-dessus. Oui, moi ça fait 5 ans que je travaille dessus quand même. Et en fait on est tous sujets à l'effet Dunning-Kruger, c'est-à-dire que moins on est compétent sur un sujet, et plus on va surestimer notre compétence. C'est pour ça que j'ose pas trop parler de psychologie. La plupart des gens pensent que les mentalistes sont des mecs très pointus en psy. Non, on est pointus en certaines techniques psychologiques, ce qui est très différent. Et d'ailleurs, je travaille avec une psychologue que je salue, qui est psychologue clinicienne, et qui, elle, pour le coup, derrière, relit souvent mes textes pour s'assurer que je ne dise pas d'âneries, pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'erreur, pour s'assurer que ce que je dis n'est pas troublant pour une personne, notamment sur les questions d'hypnose. Et en réalité, d'un point de vue neuroscientifique, je n'ai aucune expérience. J'ai aucun cursus universitaire. J'ai commencé une fac de psycho que j'ai vite arrêté pour courir les planches. Donc, quand on commence à parler de micro-expression de manière très pointue, très précise, les expériences, les électrodes et tout, c'est le moment où moi je dis, je suis pas compétent. Adressez-vous à un neuroscientifique. Donc l'effet Dunning-Kruger, c'est plutôt quelque chose que tu vas déceler chez toi en tant que mentaliste, que plutôt que chez les personnes avec lesquelles tu travailles sur scène? Il nous sert plutôt. C'est terrible à dire ça, parce qu'on se sert de l'ignorance, mais c'est Luke Jermay, il y a un mentaliste, qui a raconté un jour que un couple sort de son spectacle avec un petit garçon, et la femme dit « c'est un voyant, je te dis que c'est un médium, c'est impossible, il a forcément des pouvoirs ». Le mec lui dit « mais non, c'est du non-verbal, je t'expliquerai comment ça marche, c'est de l'influence, c'est de l'analyse ». Et le gamin lui répond « ah bon, c'est pas un magicien ?» Voilà. Donc c'est magnifique, parce que selon les degrés de lecture, selon les degrés d'émerveillement, on a des analyses totalement différentes de la même donnée, et l'effet de Dunning-Kruger, il est là, c'est-à-dire qu'en fait, que quelqu'un qui ne s'y connaît pas en mentalisme, qui a vu la série The Mentalist, 4-5 épisodes, et qui va tomber sur un spectacle, pensera être compétent et être en mode « ouais, moi on me la fait pas ». Donc ça c'est le père. Voilà, ça c'est le père, et ça pour nous c'est parfait. Voilà. Parce que du coup, il y a ce côté-là où effectivement, il va chercher la solution parfois ailleurs, parfois au bon endroit sans la trouver, parce que plus une personne tente de bloquer ses mouvements musculaires du visage, plus ceux qu'il va laisser transparaître seront contrastés par rapport justement à ce qu'il laisse transparaître. C'est que quelqu'un qui a tendance à avoir des tics et des mimiques, s'il se contrôle, et là on saura que un mouvement de sourcil, de bouche, de paupière sera là pour le coup un véritable indicateur, puisqu'il donne page blanche. Donc voilà, sur un dalmatien, tu ne vois pas une tache noire, en revanche, sur une page blanche, tu vois une tache noire. Et quand les gens disent ok, je bloque tout, plus vous bloquez, plus c'est lisible, les amis. Donc ça, l'effet Dunning-Kruger nous sert vraiment. Alors, dernier biais cognitif que je voulais aborder avec toi et que tu utilises pour manipuler ces pauvres esprits faibles que nous sommes tous, c'est l'ancrage mental. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'ancrage mental a cette capacité, on va dire, à positionner le ressenti d'une personne vis-à-vis de nous. Et ça marche pour tous les artistes, et je vais même te dire pour plus loin, pour tous les conférenciers, les preneurs de parole. Quand tu as des cours de communication, les gens te disent en premier, ce qu'il faut dans un speech, c'est que les gens retiennent le début,
ils retiennent la fin, et au milieu, on s'en fiche. Tout le monde te dit ça. Il faut 5 minutes qui marchent au début, un fou rire au milieu, 5 minutes qui marchent à la fin. C'est la recette de Donc tous les ça stand-uppers. revient, ça évoque un peu l'effet de primauté qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire le début est vraiment beaucoup plus marquant que tout le reste. C'est ça. Et dans le cas d'un effet d'ancrage, ça peut te jeter le crédit ou le discrédit. Moi, le premier tour du spectacle, pour le coup, il est fascinant parce que, je vais pas trop en dévoiler, mais en gros, je fais monter une personne sur scène, elle ouvre un exemplaire de Sherlock Holmes, elle lit la description du suspect, c'est sa description vestimentaire de comment elle est habillée. Ça, c'était imprévisible pour moi. Et de surcroît, je lui dis, vous pensiez à une heure de la journée, enfin, vous pensiez à une date, etc. Et elle regarde sur la page de droite, et c'est la bonne heure, et c'est la bonne date. Et c'est imprimé dans le bouquin de Sherlock Holmes. Donc ça, c'est quand même super incroyable. Très énervant. Et le spectacle commence comme ça, si tu veux. Parce que je parle de bibliomancie, qui est la prétendue capacité à lire l'avenir dans les livres. C'est une discipline occultiste. Et ça marque vraiment le début du spectacle. Et pour les gens, il y a cet effet-là. On m'en parle souvent de cet effet-là, alors que c'est le premier du spectacle. Et que le final est évidemment, j'espère, bluffant, c'est pas moi de le dire. Mais durant tout le long du spectacle, il y a différents effets. Les gens retiennent des choses en particulier, parce qu'il y a forcément des moments qui touchent plus les gens que d'autres. Puis le second acte du spectacle est très émotionnel. Mais c'est vrai que ce début-là constitue ma réputation. J'arrive, je leur fais quelque chose de bluffant, ce qu'on appelle leur casser les jambes un peu argotiquement. J'arrive, je leur casse les jambes une première fois, boum. T'as ancré l'image qu'ils vont avoir de toi pour tout le reste du spectacle et puis même après. Ça jette un crédit. Ou ça peut également d'ailleurs jeter un discrédit. Oui, l'effet d'ancrage peut se retourner contre toi. Si tu te rates au début... Et c'est pour ça que le stress est présent, parce que je suis au début de carrière. Chaque fois que je fais une télévision, j'ai le stress de me dire, c'est la télé de mes débuts, est-ce que ça va pas jeter des discrédits? Est-ce qu'on va pas retenir cette image-là de moi? Il y a des erreurs d'hommes politiques qu'on n'a jamais pardonnées. Il y a un exemple que j'aime bien prendre parce qu'il me fait rire, mais la première phrase de Ségolène Royal qu'il entend, c'est la bravitude, tu peux être sûr qu'il ne votera jamais pour elle, même si en faisant une analyse un peu psychologique de la personne, elle correspond à 200% à ses idées. Oui, donc en fait, l'effet d'ancrage mental peut soit créer une figure d'autorité, soit un discrédit total et définitif. En fait, c'est ça ce que ça crée. Donc c'est à double tranchant. Ouais, d'accord. Et ça, c'est quelque chose effectivement dont on se sert, mais alors certes, c'est les mentalistes, parce que pour le mentalisme, il y a le côté un peu aura qu'on essaie de cultiver, le côté un petit peu je fais quelque chose d'extraordinaire, même si moi j'aime bien le côté terre à terre et le spectateur, mais il y a toujours ce côté-là quand même où on veut bluffer. Donc il est très important pour nous, il est tout aussi important pour les humoristes. Quand un humoriste arrive et la première blague elle bide, c'est très dur de relever le niveau. Je l'ai déjà vécu en voyant des tas d'humoristes bider dans des comédie clubs, des dizaines de fois. Quand un humoriste arrive sur scène et que ses 3, 4, 5 premières blagues ne marchent pas, tu peux être sûr que le sketch ne fonctionne. Et même s'il y a 100 blagues dans le sketch, elles ne fonctionneront pas. Et c'est très dommage. Donc je pense que c'est tous les artistes qui sont concernés à ça, et plus généralement tous les communicants. C'est sûr. Alors moi j'aimerais maintenant qu'on aborde les risques du métier, parce que être mentaliste, on l'a déjà évoqué, ça peut... Fascinant. Ça peut donner lieu à beaucoup d'excès, voire des abus. Ouais. Parce que finalement, moi ce que j'ai pu observer, pour avoir étudié la question depuis quelques années déjà, c'est qu'il y a un risque d'incarner un personnage, un rôle permanent. Quand tu es mentaliste, tu vas donc avoir ce rôle de la personne qui connaît l'autre, qui sait lire dans ses pensées, qui sait lui faire des choses qu'elle n'avait pas prévu de faire, des choses comme ça. Mais tu peux carrément... entrer dans ce personnage, c'est-à-dire que même si tu sors de scène, tu continues à être ce personnage-là du mentaliste qui sait tout. Est-ce que toi, tu te sens en danger par rapport à ça? Est-ce que c'est un risque que tu as déjà identifié pour toi-même? Non. Et ce qui est très très drôle, c'est que j'ai fait beaucoup de salons de l'ésotérisme pour préparer mon spectacle, car je voulais me mettre en communication avec les voyants. Ça, c'est intéressant. Ouais, j'ai rencontré une centaine de voyants à travers la France. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de voyants à qui je me présentais comme un reproducteur, parce que mentaliste, pour eux, il y a du jargon, du paranormal dedans. Donc je me présentais comme un reproducteur de phénomènes paranormaux. Je disais, je suis magicien, j'ai pas de pouvoir, je suis moins bien que vous, mais je suis magicien et j'adore vraiment tout ce qui touche à l'ésotérisme, donc je fais du Ouija, mais mon Ouija, il est aimanté, vous voyez. J'expliquais des trucs comme ça. Et ce qui est extrêmement rigolo, c'est que les voyants et les médiums pensaient que je pouvais devenir gourou. C'est quand même dingue. C'est l'hôpital qui est sous la charité. De quoi? Ils voyaient le potentiel en toi. C'est très gentil. Mais c'est vrai que du coup, il y a un côté un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que mais ils le sont eux-mêmes, ou ils aspirent à l'être, que ce soit conscient ou inconscient. C'est logique qu'ils voient le potentiel en toi. Moi, ça me choque pas. Mais c'est marrant, parce que c'était eux qui avaient cette crainte-là. Moi, je ne l'ai jamais eu, parce que quand j'étais plus jeune, j'avais un petit manque de confiance en moi. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux et ma vie est sereine, elle est bien, et je vais te dire la vérité, j'ai pris une revanche sur la vie et j'ai plus ou moins ce que je veux aujourd'hui, dans le sens je recherche une certaine stabilité, ne l'ayant jamais connu petit, et du coup je suis assez serein. J'ai pas une soif d'ego monumentale,
J'ai une volonté de notoriété comme tous les artistes parce que je veux toucher le plus grand nombre pour véhiculer mes propos et mes messages, qui sont, je pense, des choses un peu saines, l'esprit critique et ce genre de choses. Mais du coup, je n'ai pas de volonté de notoriété pour la notoriété. Pour moi, finalement, le gouroutisage, c'est la télé-réalité de notre art. C'est des gars qui disent n'importe quoi pour être mis en avant très rapidement. Et on m'a proposé des tas de télé-réalités. Oui. Ouais, Secret Story qui a voulu que je devienne rentre dans la maison en disant je suis mentaliste. Formidable comme secret. Enfin bref, voilà. Mais il voulait le délire, c'est toi lui qui devine les secrets des gens. Et tout. Enfin bref. Mais donc, si tu veux, moi j'ai jamais été amené vers ça. Je veux pas la notoriété pour la notoriété, c'est débile. Je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi qui m'empêchera toujours d'être gourou. Le fait d'être simple. Je n'assumerai jamais d'être en costard blanc avec cette soif de pouvoir et de briller et de dire à tout le monde je vous soigne par la pensée. Jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais. Alors, il y a un cas en France que moi j'ai un peu étudié, c'est celui de Pascal de Clermont, qui est une personne qui est mentaliste et qui a d'ailleurs une grande carrière de plusieurs décennies derrière lui, de mentalisme, de tours de magie, etc. Je sais que c'est quelqu'un qui est assez réputé d'ailleurs dans le milieu, c'est-à-dire qu'il a un vrai talent, qu'il sait faire des choses extraordinaires, qui bluffe même les professionnels. Je sais par exemple que Mark Edward, ce mentaliste américain que je connais personnellement, qui est un passionné de magie et de manipulation mentale, oui. Qui fait du mentalisme, et qui a côtoyé depuis des décennies les salons de mentalisme internationaux, donc les salons professionnels, enfin je ne sais pas exactement comment on appelle ça, des conférences où les mentalistes à un niveau mondial se réunissent et se montrent des tours et montrent l'innovation, les choses qui pourraient faire progresser la discipline en fait. Et Mark Edward me disait qu'il avait été extrêmement impressionné par Pascal de Clermont, qu'il le connaissait personnellement, qu'il l'avait côtoyé sur plusieurs années à ces fameuses conférences, à tel point qu'il y a même un tour qu'il a fait qu'il ne peut absolument pas expliquer. Il ne sait pas comment il a fait. Il était dans un bar et à distance, il faisait pivoter une paille dans un verre, sans aucun dispositif de fil ou de choses qu'il avait pu identifier. Alors que Mark Edward, c'est quand même son métier, donc ça fait des années, il a plus de 60 ans. Et il était vraiment très intéressé et intrigué par Pascal de Clermont pour ça. Sauf que Pascal de Clermont, avec les années, eh bien maintenant il est devenu gourou, il est devenu une personne vers laquelle on se tourne pour améliorer ses capacités extrasensorielles, ses perceptions, etc. Alors je voulais vous lire quand même pour vous donner un petit ordre d'idée de comment ça peut déraper un mentaliste, des extraits de son livre que j'ai lu, où il dit par exemple, après avoir expliqué une expérience qu'il a faite dans un lieu public avec une Miss France, et où il a réussi donc à nous embobiner, nous, le public, et puis elle également. Et il dit, dans son livre, « Alors, post-monition anticipée, à moins que nos êtres dissociés dans cette dimension soient intimement liés au point zéro où tout existe dans l'incréé, après tout, nous sommes tous constitués de parcelles infimes de l'atome originel du Big Bang. » Donc là, on sent qu'il donne une dimension complètement transcendantale. Ouais, non mais qu'est-ce que tu dis bien, le de Clermont. Hallucinant. Une autre citation. La perception quantique d'événements dans un espace-temps inaccessible au monde macroscopique auquel appartient notre conscience participe-t-elle à mes flashs ? Voilà, donc lui, il a ri en disant bah oui, j'ai vraiment des pouvoirs. Magnifique. J'ai vraiment des pouvoirs. Et en y prétendant apporter des explications rationnelles. C'est-à-dire que ce qu'il veut expliquer, c'est que nous avons des capacités particulières, nous les humains, qui ne sont pas vraiment encore expliquées par les scientifiques pseudo-zététiciens, parce qu'évidemment il a une dent contre les zététiciens qui utilisent la méthode scientifique, mais que nous découvrirons bientôt que oui, effectivement, la télékinésie, par exemple, l'action sur les objets, ou ce qu'il appelle la bio-PK, c'est-à-dire la mobilisation d'énergie sur l'humain et les animaux, et non plus sur l'inerte, c'est-à-dire que tout ça, ça existe. Il raconte que quand il était plus jeune, il déplaçait les lits, faisait tomber des chaises, qu'il pouvait aussi, avec ses mains, guérir des maux de tête ou des petits bobos musculaires, etc. Donc voilà, il décrit ça comme quelque chose de normal, de naturel, qu'il a cultivé et qu'il veut maintenant transmettre. Donc il a un site internet et même plusieurs, et il s'adresse même aux enfants. Donc là, on touche à des choses qui deviennent extrêmement graves. Alors, déjà dans certains dialectes africains, aujourd'hui, le mot Pascal de Clermont veut dire celui dont il ne faut pas prononcer le nom, aujourd'hui. Sérieusement ? Non, non, mais j'adorerais ça. Non, alors, c'est un sujet très, 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 très délicat dans le monde du mentalisme. C'est tabou, en fait. C'est un peu de parler de lui ? Ouais. C'est un peu, je sais pas, comme... t'as pas le droit de parler
du régime de Vichy, tu vois, t'as pas le droit de dire si c'est la France ou pas, mais c'est un peu notre régime de Vichy à nous. Alors, c'est très compliqué parce que déjà tout ça s'est fait selon une gradation avec des années. Pascal de Clermont était à la base un performeur. Alors je sais pas, il a jamais trop été sceptique, hein, mais c'était un performeur. Je pense pas, non. Voilà, Non. je pense pas non Je plus. crois pas. Et il est arrivé dans la pseudoscience, ce que j'appellerais le bullshit psycho, PNLO et autres réjouissances. Donc, tout d'abord, il a souvent été invité comme consultant dans des émissions médiatiques sur Europe 1 avec Jean-Marc Morandini, sur Énergie 12 aussi avec Jean-Marc Morandini. TF1, je crois aussi. Oui, puis il avait fait une émission avec Laurent Ruquier également, dans laquelle il s'est ridiculisé. C'est un peu la seule chose qu'on retient dans le monde du mentalisme. Il s'est ridiculisé parce que la bande à Laurent Ruquier était un peu dissipée et énergique, alors il n'a pas pu en faire ce qu'il en voulait tout à fait. Et à la base, donc, il fait vraiment des tours de mentalisme. Donc on ne peut pas lui reprocher ça. Cependant, la série The Mentalist a duré 7 ans à l'antenne et Pascal de Clermont est arrivé à chaque fois que le lancement de saison se faisait pour présenter un peu cette série dans des interviews lorsqu'on se demandait aux gens c'est quoi le mentalisme, etc. Ouais. Et donc à chaque fois il avait ce côté-là de dire on se sert de l'acuité mentale, finalement de servir une soupe qui pour moi est infâme, mais ça reste rationnel, c'est-à-dire qu'il y a un côté, tu vois, on n'est pas dans la prétention extraordinaire, on est dans la prétention pseudo-scientifique finalement. Oui, il veut banaliser ce qui pourrait être vu comme un pouvoir particulier. Il a une sorte de fausse modestie, en fait, c'est ça. Il balance des trucs hallucinants, tout en disant ça. Mais c'est normal, et tout le monde pourrait faire ça. Mais comme je te dis, ça s'est fait selon, chronologiquement, quoi. Il est passé, si on veut prendre un exemple, de kiné à ostéo, à guérisseur philippin, tu vois. C'est-à-dire qu'il est parti de quelque chose de rationnel qui est le mentalisme, puis il a fait du mentalisme en expliquant ce que c'était, mais en rajoutant, alors il faut expliquer un peu aux gens, notamment la programmation neurolinguistique, qui est une pseudoscience qui a elle-même d'ailleurs été désamorcée, démantelée par les propres créateurs de cette discipline qui ont dit on s'est planté de long en large. La PNL, qui n'a aucune valeur scientifique. Je m'interdis de dire, alors tu vois, je le dis pour la première fois chez toi, je m'interdis de dire PNL sur les médias dans lesquels je suis, parce qu'il y a des dérives terribles en thérapie, et je n'ai aucune envie de faire de la promotion à ça. Je m'interdis d'associer mentalisme et PNL dans mes écrits et dans mes textes oraux et dans mes spectacles. Oui, parce que la PNL, en réalité, même si c'est quelque chose d'extrêmement connu, très véhiculé, très utilisé par pas mal de thérapeutes ou pseudo-thérapeutes, eh bien, en fait, n'a jamais pu prouver son efficacité et sa véracité. Et c'est véhiculé que pour les lieux communs. C'est comme l'ostéo. En fait, la plupart des ostéos... C'est l'effet Barnum de la psychologie. C'est ça, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, les ostéos utilisent des techniques de kiné, et donc, mon ostéo, moi, ça fonctionne. Ben oui, le kiné aurait fait la même chose, si tu veux. Le problème, c'est que tout le bullshit sur la porosité des os, alors j'invite les gens à se renseigner sur l'ostéopathie, mais toute la pseudo-science qu'il y a autour, forcément, les gens ne sont peut-être même pas au courant quand ils vont voir un réel médecin. Et ben c'est pareil avec la PNL. C'est-à-dire qu'en fait, la seule chose qui fonctionne, ce sont les lieux communs psychologiques de cette discipline, et on ne fait la promotion que par là, alors qu'en réalité derrière il y a la face profonde de l'iceberg. Donc j'ai vu des reportages de Pascal de Clermont qui sont d'ailleurs drôlatiques et comiques, où il apprend à faire des prises de self-défense, un esprit sain dans un corps sain. Alors faut voir Pascal de Clermont en t-shirt manche courte, en train de faire du judo. Tu sens qu'il n'a pas grandi à Marseille, c'est à mourir de rire. C'est l'art martial dans toute sa pureté. Ah oui, dans toute sa... Oui, enfin... Et je le vois, j'ai vu, il met des électrodes sur le front, il a des graphiques qui veulent plus ou moins scientifiquement rien dire, qui mesurent une activité pseudo-encéphalographique bullshit, mais cool. Et donc en gros, tu peux le croire, parce que tu le couperas ou pas si tu veux. Je ne couperai pas. Tu ne couperas pas. Et donc du coup, voilà. Donc, et là, il était donc dans une phase qui déjà était très déplaisante pour moi. Et actuellement, cette fausse modestie de mais vous pouvez le faire aussi, devenez mentaliste. Et donc il y a ce truc-là, à chaque fois avec un bouquin quasiment tous les 2 ans, très productif. Et je suis tombé sur une vidéo où il parle de l'incendie de Notre-Dame de Paris, où il explique que certains de ses élèves, les meilleurs d'entre eux, les élus, sont arrivés à pénétrer mentalement dans Notre-Dame de la Garde en flammes, dans Notre-Dame de Paris, pardon, en flammes. Donc remote viewing. Remote viewing inéfugé. Parce que t'es en flamme quand même, mine. Non mais ça c'est déjà cool, ça c'est pratique. Parce qu'au moins on sait que le remote viewing ne craint pas les flammes. C'est bien. Donc non mais ça on a la preuve. Ça c'est le petit côté pratique du truc. Et qu'ils auraient vu notamment quelqu'un se faire assassiner dans Notre-Dame de Paris, l'incendiaire probable. Et lorsqu'on demande à De Clermont, mais à votre avis, c'est qui ? Il répond en commentaire YouTube, oui, effectivement, d'après mon élève, c'est la gouvernance mondiale. Enfin, tu le laisses continuer 15 minutes, c'est les reptiliens Illuminati, quoi. Donc on est vraiment dans le délire abscon, obscur, avec la prétention extraordinaire, terrible, et il appelle ça mentalisme, parce qu'il n'a jamais démordu de ça.
Et le pire, c'est que maintenant, il change son discours et en interview, il dit oui, il y a 2 sortes de mentalisme. Alors, celui qui est explicable par la science et celui qui est truc et tout. Oui, et il dit que toi, de toute façon, ce que tu fais, c'est du mentalisme de comptoir, c'est-à-dire en fait de la magie. C'est ça, et que je suis un usurpateur des vrais mentalistes. Pas un vrai mentaliste. C'est magnifique, c'est formidable. Et on a aussi, alors lui, c'est pas forcément son cas, mais il y a aussi des mentalistes qui utilisent donc la PNL, on en parlait, mais l'astrologie, l'hypnose de manière abusive, etc. Donc il y a quand même pas mal d'abus possibles, en tout cas. Parce que dès qu'on touche à la manipulation mentale, on peut avoir cette tentation de sortir du spectacle. Même si on n'y est pas. C'est ça qui est dingue, c'est qu'en fait, la torsion de cuillère, c'est pas de la manipulation mentale, finalement. Mais ça en devient parce qu'on fait croire que ça a des pouvoirs. C'est ça. C'est ça qui est incroyable avec le mentalisme. Prenons un tour de magie qui n'a vraiment aucune dimension psychologique, un tour de cartes. Un tour de cartes aujourd'hui, c'est tellement vu que voilà, mais pour moi, la cuillère et le tour de cartes, pour moi, c'est au même plan. Sauf que c'est quelque chose qui, à la base, est explicable rationnellement et qui est truqué. Donc on parle de la dimension illusoire du mentalisme. Si on part de ce principe-là, un verre qui explose, par exemple. Je te fais exploser un verre à distance par la pensée. C'est la structure moléculaire du verre qui fait que lorsque tu le rayes à l'intérieur, c'est des verres spéciaux que tu peux acheter sur des sites de magie. Tu nous dis tout, là. Là, ouais, je vous révèle d'abord. Tu balances. Très peu de mentalistes utilisent les verres aujourd'hui et ça me dérange pas trop de le dire. Je prends un peu une décision à la place des autres, c'est pas grave. Mais en tout cas, en prenant une expérience comme celle-là, en la présentant comme paranormale, je fais quelque chose de truqué, mais la manipulation mentale, elle est derrière. Dans son interprétation. Donc elle est pas intrinsèque autour, elle est dans son interprétation. Et ça, c'est le plus gros danger, selon moi. Vraiment. Quand on commence à dire non, tout ce que je fais n'est absolument pas de la magie. Je suis votre guide spirituel, je suis un super psy qui peut vous guérir, qui peut vous soigner, je vais vous mettre des électrodes sur le crâne. Et en plus, effectivement, quand on a la prétention extraordinaire derrière, pour moi, c'est absolument insupportable, ça me donne envie de vomir. Et là, pour revenir à De Clermont, le dernier livre de Clermont, à la fin, il y a des cartes de Zener détachables. Alors, expliquons aux gens ce que c'est que les cartes de Zener. Ce sont 5 symboles ESP, comme Extrasensory Perception, qui étaient très utilisés, notamment à l'époque de la guerre froide, pour tester les volontés d'espions psychiques, mais plus généralement par les études qui ont été faites par le Dr Rhine sur la perception extrasensorielle. Donc il y a un rond, une croix, des vagues, un carré et une étoile, et il l'invite à découper ces cartes à la fin de son livre pour vous-même faire des expériences de parapsie à la maison. Donc on est vraiment dans la prétention extraordinaire, et là où c'est pire, c'est qu'on explique comment développer cette prétention extraordinaire. Donc c'est ni plus ni moins qu'un livre qui t'expliquerait comment avoir des pouvoirs de sourcier, quoi. C'est ça qui est terrible en fait, parce que si on t'expliquait une méthodologie, apprenez l'astrologie par exemple, bon, d'accord, mais il y a quand même une grille de lecture des étoiles, déduire un horoscope, de la position des astres, alors ça veut rien dire sans doute, mais en tout cas il y a la volonté... Une sorte de technique. Il y a une sorte de technique, donc ça part sur un postulat qui ne relève pas de prétentions qui sont de l'ordre du pouvoir. Là, De Clermont, il est clairement en train de dire, apprenez à avoir un pouvoir, ce qui pour moi est terrible, quoi. Oui. On est au fond du fond de ce qu'on peut faire en mentalisme pour le coup. Et effectivement, c'est quelqu'un qui à une époque était très respecté. Il a fait partie de l'association américaine des Psychic Entertainers, qui est une association très sélective. C'est quelqu'un qui encore aujourd'hui est très très reconnu pour certaines de ses publications dans le métier. Moi en l'occurrence, j'ai toujours trouvé à titre personnel que c'était un performeur qui laissait à désirer, mais que c'était un très bon créateur d'effets. En termes d'écriture, De Clermont est quelqu'un de très bon. Alors c'est pas le meilleur, mais c'est quelqu'un qui, en tout cas, avait sa place dans le paysage du mentalisme. Je pense effectivement qu'il a totalement perdu pied, et là je pense que plus ça va, et plus il croit lui-même en ça. Je crois qu'il est parti très loin et il reviendra plus. L'auto-persuasion avec le temps, c'est assez efficace. C'est vertigineux, oui. Mais toi, pour autant, malgré tout ça, tu me dis que être mentaliste pour toi, c'est une sorte d'hygiène de vie. Tu y trouves vraiment des vertus. Oui, parce que, alors... hygiène de vie, c'est un mot fort. Après, c'est vrai que je risque du coup d'emprunter un vocable à tous les thérapeutes alternatifs et autres coachs de vie qui t'expliquent en gros que la solution est en toi. Oui. Ça, pour moi, c'est un peu pernicieux parce que on va pas dire ça à un suicidé, quoi, que la solution est en lui. Clair. En revanche, il y a quelque chose qui est vrai, c'est que je suis intimement persuadé que le succès, en tout cas dans la discipline que je fais, c'est ce que j'appelle la règle des 3 C. Cravaille, crallant, chance. Et avec ces 3 C-là, on arrive à obtenir un peu ce qu'on a envie d'avoir, du moins dans ce métier. Et c'est vrai que le mentalisme et ces techniques, déjà d'auto-hypnose, puis de mémoire, puis cette technique d'améliorer aussi ma communication verbale et non verbale, ça m'a un peu aidé à une période où j'étais très mal dans ma peau à sortir de ma torpeur. Aujourd'hui, j'ai la vie que je rêvais d'avoir quand j'étais enfant, et je suis très très content d'être arrivé à ça parce que oui, c'est une revanche sur la vie en fait. Donc forcément, c'est devenu une hygiène de vie, tu vois. Tu disais aussi en quoi le mentalisme t'avait amené
à t'intéresser à la zététique. Ça fait partie aussi de ce que tu appelles cette hygiène de vie en lien avec le mentalisme? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. La pensée critique est d'ailleurs une hygiène de vie plus large que le mentalisme. Quand je regarde BFM TV, et d'une part, je regarde si Jean-François Copé remue pas les sourcils, et d'autre part, je regarde comment le journaliste traite l'information et traite son interview, et quelles questions il lui pose. Décodage intégral. Exactement. Donc ça permet d'avoir deux versants assez intéressants. Ce qui est fascinant, c'est que quand tu rentres dans l'esprit critique, en fait, il y a des rouages de partout. L'astronomie, comment notre monde il tourne, pourquoi il tourne, qu'est-ce que la gravité, qu'est-ce que le magnétisme, qu'est-ce que la dilatation des horloges, qu'est-ce que la théorie de la relativité, ça ce sont des rouages de notre vie. Et ça nous paraît des notions fantomatiques de livres de science, mais c'est la réalité de notre monde physique. Et ça ce sont des rouages. Savoir comment deux neurones fonctionnent par une connexion synaptique, c'est également un autre rouage. Et savoir comment une voiture fonctionne, ce sont d'autres rouages, eux physiques. C'est excellent de savoir comment fonctionnent les rouages. Je suis fasciné par ça. Alors c'est toujours très compliqué, et c'est ce qui m'a cantonné à la solitude pendant très longtemps, c'est que l'esprit humain, ce qui est à l'origine de notre comportement, c'est peut-être les rouages qui ne veulent pas être vus comme tels. Personne n'aimerait te dire que tu peux être décrit en 10 adjectifs. Non, je suis plus complexe que ça, je suis plus ambivalent que ça. Personne n'a envie de te dire que tu arrives à lui faire un portrait psychologique plus ou moins intégral et plus ou moins cohérent. Donc ce sont des rouages qui ont envie de se dissimuler. Donc c'est encore plus fascinant. C'est d'où ton slogan. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense, c'est encore plus fascinant que ce qu'on pense en réalité. C'est comment on a été amené. D'ailleurs, je suis intimement persuadé que lorsque j'ai un débat avec un tenant d'une pseudo-science, je ne vais pas commencer à lui dire « Mais non, regarde, Uri Geller, il tord une cuillère, mais je tords une cuillère aussi, donc j'ai pas de pouvoir, donc Uri Geller non plus. » Parce que je vais simplement mettre une bûche au feu de sa dissonance cognitive. En revanche, si je lui dis « Comment tu as été amené à penser ce que tu penses ?» Oui. Parce que je l'ai vu. Oui, mais moi aussi, tu l'as vu. Et là, c'est intéressant, parce que c'est là où on peut, à mon avis, désamorcer sa croyance. Et donc, je pense, moi, pour le coup, et je sais pas comment, que l'hygiène de vie de l'esprit critique et du rationalisme, c'est peut-être ce qui pourra sauver le monde un jour. Que chacun abandonne ses déterminismes, qu'on devienne un peu plus tous, un tant soit peu relativistes, pas dans le sens où chacun a sa vérité, mais dans le sens où je vais tenter de me mettre dans le regard des autres. Par exemple, en Asie, dans la culture asiatique, si tu as envie d'un verre d'eau et que tu le demandes, c'est que la personne a mal anticipé que tu aurais pu avoir soif. Donc c'est un peu mal poli de la part de la personne qui t'a pas servi le verre d'eau. C'est intéressant ça. Dans un troquet à Paris, si tu lèves pas la main, le serveur vient pas te servir. C'est quand même c'est deux mondes. Donc je pense que la culture est intéressante. Donc finalement, là où il y a hygiène de vie pour toi dans le mentalisme, c'est surtout dans le fait que tu t'intéresses à la manière dont ton cerveau fonctionne? C'est ça que tu veux dire? Oui, tout à fait. De part en part, connaître son cerveau, je pense, c'est aussi un moyen de connaître celui des autres. Savoir comment on pense, quelle est notre façon de penser et quelle est notre façon de réfléchir. Ça permet également de voir à quel point les autres peuvent avoir des erreurs de raisonnement, des faiblesses de raisonnement. Et je pense qu'il faut commencer par soi-même, parce que c'est toujours facile de dire les autres ont des erreurs de raisonnement et moi aucune, alors que non, en fait, il faut être assez autocritique. Parce que mieux se comprendre soi-même, c'est mieux comprendre les autres. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est beau. Merci, c'est de moi. Oui, quand j'en ai une comme ça, je vais la noter celle-là. Bon, là c'est un bullshit que tu viens de te faire à toi-même. Oui, ça c'est une... Et plus tu vas me le dire, plus ça va être une dissonance cognitive. Mais c'est vrai que c'est la tentation. C'est la tentation qu'on a tous, c'est de voir chez l'autre la paille quand on a une poutre dans l'œil. Et la zététique est souvent utilisée comme ça d'ailleurs, pour dénoncer les erreurs, les biais cognitifs des autres et pas forcément voir les siens. Dans les groupes Facebook que je peux fréquenter, il y a beaucoup de zététiciens qui sont beaucoup plus réalistes que le roi. Hein. Clairement. Oui, mais je crois que ça c'est juste un trait humain. En fait, on a beaucoup plus facilement tendance à voir chez l'autre ses défauts ou ses biais que chez soi. C'est très compliqué de voir ses propres biais, ses propres erreurs de jugement. Je pense qu'il faut, quand on pense quelque chose, être dans une méthodologie scientifique. Si je pense quelque chose, est-ce que ça peut être faux à un moment donné? Dans quelles conditions? Pourquoi et comment? Oui, on cherche l'erreur. La recherche permanente de l'erreur permet, je pense, l'autocorrection. Ce qui fait que du coup, ça donne, quand on a des gens un peu aguerris, moi il y a des gens qui m'ont dit « Ah mais c'est impossible de débattre avec toi parce que ce que je dis, je le vérifie. » Donc forcément, c'est un peu... Alors que pourtant, j'essaie au contraire d'être très ouvert aux idées des autres, mais ce qu'on reproche des fois comme un manque d'ouverture d'esprit, c'est tout simplement... en face, moi je pourrais dire, mais c'est un manque de connaissances. Le sujet dont on parle là, moi je me suis renseigné dessus, et j'ai notamment démonté mes croyances moi-même, donc c'est à ton tour de le faire. Et la véritable ouverture d'esprit, ce n'est pas tout accepter en bloc sans vérifier quoi que ce soit, mais c'est la capacité de revenir sur ses croyances, aussi vieilles soient-elles, revenir sur ce que l'on a toujours cru lorsque l'on nous apporte une preuve scientifique
contradictoire. Ce n'est pas tout accepté en bloc, l'ouverture d'esprit. Ça a tendance des fois à être perçu comme ça. Oui, ça peut sembler un peu rébarbatif finalement quand on accepte, de se soumettre à la réalité des faits. Quelquefois, ça nous ramène un peu sur Terre et ça peut être moins glamour ou moins agréable. C'est, je pense, à double tranchant parce que lorsque un complotiste nous expose sa théorie du complot et que l'on lui dit, il n'y a aucune preuve, donc voilà, jusqu'à preuve du contraire, je pense que la théorie officielle est la bonne, il va nous dire qu'on est des bisounours. Voilà. Bien évidemment que c'est plus compliqué que ça, bien évidemment que les questions géopolitiques, elles sont très très délicates et houleuses, mais en réalité, l'explication magique du complot de grands méchants dans un bureau ovale, ça n'existe pas. C'est-à-dire que soit on est des bisounours, soit on est des gens qui avaient une vision désenchantée du monde, ou ah mais vous faites pas preuve d'ouverture d'esprit, vous êtes pas, tout est terrestre, tout est terrestre, tout est matérialiste, comme si c'était des mauvaises choses. Alors qu'on essaye d'avoir une compréhension de la vie la plus juste possible en fait. C'est ça. Et puis ça peut avoir un aspect extrêmement poétique, comme ça peut avoir un aspect très cru aussi, quelquefois. En l'occurrence, je pense, moi, que enjoliver quelque chose ou dénaturer quelque chose, c'est pas forcément rendre service, quelle que soit la chose. Eh bien écoute, je crois que la transition est parfaite pour passer à la minute stupide. La minute stupide. La minute stupide. Alors, quelle est la chose la plus stupide que tu aies faite de toute ta vie, Clément ? C'est que je suis fou amoureux d'une femme, depuis quelque temps maintenant, et que je ne lui ai jamais dit, et qu'elle s'en doute absolument pas, parce que je suis absolument pas dans un processus de séduction, et je pense que je lui dirai jamais. Et je sais déjà que c'est débile, mais c'est comme ça. Mais alors pourquoi ? J'en sais rien, j'en sais absolument rien. C'est la timidité, c'est la peur de te confronter à la réalité de cette... J'ai jamais eu la peur du refus de ma vie en plus, parce que bon... On se prend un râteau, c'est pas grave, au moins on y sera allé. Comme je ne cultive pas de rapports amicaux, de machin, en particulier, ça ne change rien. C'était une inconnue, ça redevient une inconnue, donc j'ai pas vraiment le culte de la peur du refus. Mais non, je sais pas pourquoi, c'est viscéralement attaché. Par contre, bizarrement, c'est inconditionnel, c'est-à-dire que je lui souhaite... Je suis jamais tombé amoureux de ma vie, c'est la première fois, donc j'imagine que ça fait ça. Et je lui souhaite... de trouver un mari, d'avoir des enfants, mais moi j'ai pas envie de m'occuper de ça en tout cas. Donc je lui pense que je... Oui, donc tu veux pas que ce soit quelque chose de concret. Ouais, je sais pas. Ça reste dans une sorte de fantasme. Ouais, peut-être. Il y a un côté très mélodramatique qui me ressemble bien finalement, je pense. Peut-être commencez-vous à entrevoir l'ampleur de vos biais cognitifs. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire celui qui vous a posé le plus question dans cette émission. Aujourd'hui est, à n'en pas douter, le jour idéal pour y réfléchir. Je compte sur vous pour caresser les algorithmes dans le sens du poil et mettre un pouce vers le haut, des étoiles et des cœurs partout où vous pourrez. Et abonnez-vous surtout. Un grand merci aux tipeurs qui ont fait un don pour que vive ce podcast humble et superbe. Vous aussi, allez donc voir les contreparties que je vous propose sur tipeee.com. Le lien est en description. Dans la prochaine émission, nous parlerons apprentissage et histoire des sciences. On se retrouve donc vendredi prochain à 18h. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.